Moi, je regrette d'être le spécialiste de la stratégie, parce que je pense qu'il faudrait que ça soit le bien commun et la réflexion commune, autant que le petit poussin ou que l'idée de nationalisme intégral. Alors pourquoi? Eh bien, d'une part parce que nous sommes misérablement faibles, et que plus on est faible, si on veut agir, plus il faut trouver la bonne insertion, le bon positionnement. Sinon, eh bien, si on se disperse en plus d'être faible, eh bien, il n'y a pas de possibilité donc de synergie. Il y a une autre raison pour laquelle, à mon avis, l'idée de stratégie est quelque chose qui doit être répandu auprès de chez nous, c'est qu'en fait, vous le savez bien, notre force d'avoir raison, c'est-à-dire que nos raisons sont solides, et même elles seraient convaincantes. Et il me semble que le principal résistance intellectuelle à le développement de notre pensée, c'est des gens qui disent oui, bon, c'est vrai, c'est intéressant, vous avez peut-être raison, mais de toute façon, c'est pas possible. Voilà. Alors face à ça, effectivement, eh bien, on ne gardera que les intellectuels pour lesquels avoir raison dans le ciel des idées suffit. Alors, seconde nécessité d'avoir une ligne stratégique, c'est que vous le savez, la plupart des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique fonctionnent au principe de plaisir. J'aime pas, t'es royaliste de droite, t'es royaliste de gauche, t'es pro-palestinien ou t'es pro-Israël et compagnie. Vous voyez le genre de débat dans lequel ça part en psychologisme et en goût, alors que précisément, il faut trouver un élément. Je donne ici exemple de la question de la légitimité dynastique. Si effectivement nous en restons au niveau de la diffusion des idées contre-révolutionnaires, le problème n'a pas d'importance. En revanche, si nous envisageons réellement d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de changer le régime, eh bien ça devient crucial. Il faut que tous les cadres sachent que le roi légitime c'est X et pas Y. Sinon, eh bien, nous finirons en nuit des longs couteaux les uns et les autres, c'est évident. Alors également, il faut voir, disons, les aspects positifs. Tout n'est pas parfait dans l'action française actuelle, mais on a quand même quelques bonnes cartes. Alors, il me semble que la pédagogie de l'action française consiste moins à convertir des gens aux valeurs. Après tout, il y a plein d'organisations qui font ça très bien, Renaissance catholique, enfin bon, il y a des organisations qui font de la pédagogie contre-révolutionnaire. Ce qui caractérise l'action française, c'est de transformer éventuellement ces contre-révolutionnaires en royalistes politiques et les lancer dans la bataille. Alors, notamment la capacité nécessaire aux situations de coup d'État ne s'improvise pas. Elle suppose, disons, une recherche, une capacité préalable qui est à la fois intellectuelle, la réforme intellectuelle et morale de quelques-uns, qui est psychologique et qui est relationnelle. Les réseaux nouveaux sont des réseaux qui se font infiltrer, retourner par pas seulement les agents du gouvernement, pas seulement les barbouzes, mais aussi par tous les mythos. J'ai un peu l'expérience de ce qui s'est passé dans les années 61-62. Vous savez, il y a eu le putsch des généraux, il y a eu l'OAS. Eh bien, les réseaux pseudo-secrets de l'OAS se faisaient remonter en quelques semaines. Les réseaux plus anciens, qui étaient de l'OAS aussi, mais qui étaient, bon, par exemple, ceux de l'Action française, eh bien, on mettait plusieurs mois à les remonter. Voilà. Il y a aussi un aspect technique. Puis enfin, quand on n'a pas connu les gens, on ne sait pas ce qu'ils valent. Il y a des gens qui peuvent paraître intéressants, dévoués, intelligents, puis ils se révèlent des mythos ou des salopards. Eh bien, à l'usage, on le voit. Et donc, il y a une élimination d'un certain nombre de gens qui sont plutôt des gens qui ne servent pas au moment de l'action. Changer de régime suppose une rupture de l'égalité. Voilà, c'est une chose basique. Sinon, on ne change pas de régime. La fin d'une légalité et l'inauguration d'une nouvelle légalité.
Alors, sur un fond de violence effective, espérons-le pas, mais enfin, c'est des choses qui peuvent arriver, ou quelquefois de violence symbolique. La pédagogie du coup d'État ne se contente pas de démontrer la supériorité de la monarchie sur la République, mais elle libère de la fascination qu'exerce spontanément toute l'égalité. Bon, d'autres l'ont dit avant moi, au fond, il y a d'autorité parce qu'il y a des gens qui acceptent d'obéir. Donc, dans chacune de nos têtes de nos amis, de nos familles et des Français, même s'ils râlent, ils rouspètent ou ils jouent les grognards, eh bien, il n'empêche qu'ils ont tendance à être fascinés par la légalité. Donc, il y a des transgressions nécessaires et il faut savoir se libérer. Se libérer de quoi? Non seulement le travail intellectuel, distinguer Antigone de Créon, la légalité et la légitimité, c'est pas la même chose. Et puis aussi de courage, j'ai un mot de là du courage physique, et il y a une sorte de respect humain qui fait que ça se fait pas. Alors, vous avez tous fréquenté des gens venant de la première manifestation, la manif pour tous. Bon, les gens étaient extrêmement surpris, c'était extraordinaire, ils n'osaient pas, ils allaient gentiment donner une sucette au CRS, enfin, symboliquement. Eh bien, ça n'est qu'après que progressivement, ils sont habitués à dire on peut aller plus loin. Aller plus loin implique une éducation. C'est pour ça qu'à l'Action française, nous avons tout un folklore sur ce sont des gens qui se foutent des lois. Alors, et bien sûr, peut être dangereux. Personne ne dit qu'il faut brûler les feux rouges et agresser les vieilles dames pour leur prendre leur sac. Non, mais le risque existe. Il n'empêche qu'il faut pouvoir dire à un moment donné les capacités de transgression. Et si on n'a pas une capacité de transgression sur les petites choses, à condition qu'elles soient légitimes, eh bien, on n'en aura pas pour les grandes choses. Alors donc, il ne faut pas seulement démontrer que la monarchie est nécessaire, il faut démontrer qu'elle est possible. Et je dirais un des intérêts de ces schémas, c'est de montrer que c'est difficile, mais ça n'est pas impossible. Ça, c'est dans l'histoire, c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'une stratégie? C'est là, si on suit le général gallois, ou si on suit le serpent et le pommeau, c'était Lénine qui disait la stratégie c'est la canne et le serpent qui tourne autour c'est la tactique. Il faut qu'à un moment donné la tête du serpent coïncide avec le pommeau de la canne. Voilà. Et donc c'est l'art de mobiliser les moyens les plus efficaces possibles pour atteindre son objectif. Dans un contexte qui présente une résistance. S'il n'y a pas de résistance, c'est pas de la stratégie, c'est de la logistique. Alors, vous avez un certain nombre de textes de l'Action française qui le disent fortement. Il s'agit d'aboutir et donc de ne pas perdre de temps. Travailler ne suffit pas, militer ne suffit pas, il faut travailler bien. Car l'objet vrai de la monarchie, c'est pas la diffusion de l'Action française, c'est pas la diffusion d'idées. La diffusion d'idées, c'est l'ordre du moyen. L'objectif, c'est de faire la monarchie, l'établissement de la royauté. Alors évidemment, dans la mesure où les perspectives étaient très lointaines pour un certain moment donné, on avait tendance à se contenter d'être un mouvement école. Et on doit toujours l'être. Néanmoins, l'objet vrai, ça n'est pas de faire une scola, une école. Alors comment faire la monarchie? Papa Maurras nous dit, eh bien, faut faire comme on a fait tous les gouverneurs du monde depuis que le monde est monde, par la force. Voilà, les changements de régime se font par la force. L'exercice du pouvoir se fait toujours par la force, mais c'est estompé par, la légalité, l'habitude, le consentement, toute une série de choses qui font que c'est un peu masqué le rapport de force. Mais dans les périodes de rupture, des crises, où les changements de régime sont possibles, dans ce moment-là, les forces se révèlent. Ou plutôt le rapport de force. C'est pas deux forces pures, c'est à un moment donné une combinaison qui fait que une force l'emporte sur l'autre. Vous avez tous joué aux échecs ou à d'autres jeux de stratégie, eh bien vous savez bien que c'est pas seulement le nombre de pièces que l'un possède
qui permet de gagner quelquefois avec moins de pièces, on gagne. Donc question d'organisation et de positionnement. Souvenez-vous de ces deux termes. Organisation, c'est-à-dire ses propres forces, savoir les créer un effet de synergie, et le positionnement. C'est-à-dire que suivant la façon dont on se situe, eh bien, on n'a pas du tout les mêmes effets. Alors, quels sont les alibis qui nous évitent de faire de poser la question stratégique? Là, je vous donne un peu ma expérience, peut-être dans la vôtre, vous en trouverez d'autres. Moi, je n'ai vu au moins 5, le mythe de l'unanimisme et de la monarchie spontanée. Voilà, tout d'un coup, les Français comprennent que la monarchie, c'est le meilleur des régimes et se précipitent vers le prince pour lui dire venez nous gouverner. Bien. Le second, c'est le faux moralisme. Oh, on est contre la violence, on est pour la paix, donc on ne fera pas de la violence, donc on ne prendra pas le pouvoir, mais il viendra tout seul. Il y a le faux providentialisme, c'est le bon Dieu qui fait ça. Et d'ailleurs, faire quelque chose prouverait qu'on n'a pas confiance en Dieu. Et puis il y a l'utopie de la société, c'est surtout dans les années pour les plus anciens, la cathédrale effondrée. Il faut d'abord reconstruire la cité pour pouvoir la couronner par un roi. Et puis il y avait le prétendant alibi, c'est-à-dire en fait, faut rien faire parce que ça risquerait de gêner le prince. Voilà ce que je connais. Alors on peut les reprendre rapidement. L'unanimisme, la monarchie spontanée, hein. Voilà, tout d'un coup, ça va apparaître comme la Jérusalem céleste. Alors oui, la Jérusalem céleste viendra du ciel, indéniablement. Mais enfin, non, je veux dire, on n'est pas dans l'ordre de l'eschatologie et de la descente du Paraclet, on est dans l'ordre d'un régime qui remplace un autre. Le faux moralisme, Kant avait les mains pures, mais il n'avait pas de mains, disait Peggy. Alors donc, il ne faut pas oublier que la force est une vertu. Hein, classiquement, il y a 4 vertus cardinales, la justice, la tempérance, la prudence et la force. Alors vouloir dire que la force c'est pas bien parce que c'est immoral, c'est dans une sorte de faux moralisme. Alors le faux providentialisme qui voudrait donc c'est tenter Dieu que d'attendre tout de Dieu. Et d'ailleurs, lorsque le ciel intervient, et il y a rarement plus évident que le cas de Jeanne d'Arc, hein, où manifestement il y a quelque chose de providentiel dans la geste de Jeanne d'Arc, eh bien, néanmoins, elle s'est servie de l'armée, de vieux soudards comme La Hire et comme Gilles de Rais, etc. Voilà. Donc l'un n'empêche pas l'autre, et la providence s'exerce à travers les hommes la plupart du temps. Vous n'avez qu'à lire d'ailleurs l'Ancien Testament, vous verrez que il n'y a pas une absence totale de l'action humaine. Bon, l'utopie de la société royale, ça, actuellement, personne ne fait ça. Enfin, l'idée était que on bâtit la société parce qu'elle est vraiment effondrée, la cathédrale effondrée, et puis, bon, lorsqu'il y aura de véritables institutions, on couronnera ça par le roi. Bon, c'est le contraire de ce que disait Maurras en parlant de politique d'abord. Et puis, vous avez le prétendant alibi. Faut pas toucher, parce que sinon, ça va gêner le prétendant dans sa propre stratégie. Alors, on a la chance d'avoir des princes qui font leur travail de prétendant. Mais le cas où les deux stratégies ne se compléteraient pas, c'est quand même très hypothétique. Ça supposerait qu'il y ait réellement deux stratégies, ce qui n'est pas si évident que ça, et qu'elles s'annulent au lieu de se renforcer. Alors si c'était le cas, eh bien il faudrait qu'il y ait un peu de concertation, c'est tout. Mais qu'on le pose comme préalable pour dire oh il ne faut pas toucher à la stratégie, me semble être de l'ordre de l'inaction française. Revenons maintenant au changement de régime. Alors peut-être quelques remarques. Monter au sommet de la pyramide comme le crabe, dans le panier de crabe, ne change pas le régime. Ah, bien sûr, ceux qui sont au sommet sont mieux que ceux qui sont au bas, mais d'autre part, il y a des choses, des natures de société qui laissent un nombre de choses. Par exemple, dans une société très hétérogène, une stratégie de sécession, dont je ne parlerai pas ici, peut être beaucoup plus
comment dire, pertinente. Le Zaïre, bon, ben, si on voulait prendre le pouvoir au Zaïre, eh bien, il faudrait peut-être envisager de faire un Katanga ou une autre région qui servirait de base. Alors, il y a des types de stratégies différentes dans la prise du pouvoir, des stratégies institutionnelles. Bon, ici Napoléon III s'est fait élire. Ça veut pas dire que c'est dans la légalité, il y a toujours une rupture de légalité. Mais ça veut dire que c'est à partir de l'État en place qu'on crée le nouveau régime. N'oublions pas quand même que ça se fait pas comme ça. Napoléon III a fait au moins 2 complots ratés avant de réussir le troisième. Bon, stratégie présidentielle, des stratégies, la voie parlementaire. Mussolini, Hitler ont pris le pouvoir par non seulement démocratiquement, mais par une majorité au Parlement. La révolution de palais, c'est encore un autre style. Quand c'est très concentré, c'est peut-être le plus efficace. Alors parfois, le passage d'un régime à l'autre se produit en douceur, toute relative, mais enfin bon, Franco a laissé le pouvoir à Juan Carlos. C'est le coup de Monk. C'est le plus doux en quelque sorte. Le coup de Monk, à un moment donné, l'héritier de Cromwell dit bah je vais passer le pouvoir au souverain. Il y a les stratégies insurrectionnelles, qui est notre style. Les stratégies insurrectionnelles, bon ben voilà, il y a une force contre une autre force. En général, très souvent militaire. Putsch, pronunciamento, ou être insurrection militaire. Il y a aussi les guérillas, les chouanneries, les guerres de partisans, qui sont plus faites quand même pour un pays hétérogène. Il y a les émeutes, les soulèvements populaires. On a vu que dans le printemps arabe dont on vous a parlé, eh bien, c'était quand même des soulèvements populaires et puis une certaine neutralité à un moment donné de l'armée ou de la police. Alors en réalité, au-delà de ces typologies, les changements de régime sont le plus souvent des mixtes. Alors je donnerai 2 exemples, celle de prise de pouvoir par Mussolini et puis celle du coup d'État de 1958, qui a établi la Ve République. Alors Mussolini, la marche sur Rome, c'est un cas de figure intéressant parce que ça se joue sur 2 terrains. Un terrain qu'on appellerait aujourd'hui la rue, les chemises noires marchent sur Rome. Et un autre terrain qui sont des négociations au sein du Parlement où les fascistes ont un certain nombre de députés. Sur les 2 terrains, les fascistes sont perdants. Sur le terrain de la rue, eh bien, quelques régiments de carabiniers sont toujours plus forts que des braillards amateurs. Et du côté du Parlement, les fascistes sont largement minoritaires. Mais la combinaison des deux fait que le régime ne sait plus comment se défendre. Il n'envoie pas les carabiniers pour arrêter les chemises noires parce qu'il y en est dans des négociations parlementaires. Et il y a des négociations parlementaires parce qu'il y a la menace des chemises noires. On voit également le 13 mai. Bon, le 13 mai, contrairement à ce que vous pouvez penser, le gaullisme, juste avant mai, disons dans les années 58 et 56, la montée du poujadisme, le gaullisme était ultra descendant. Il y avait très peu de gens qui étaient encore gaullistes. Le RPF s'était cassé en morceaux. Le RPF, c'était le parti gaulliste. Et donc, normalement, il n'y avait aucune raison d'appeler le général de Gaulle. Mais le régime est complètement déconsidéré. Les pieds noirs et l'armée vont, à un moment donné, refuser en quelque sorte d'obéir au gouvernement en Algérie. Et la menace du débarquement des parachutistes, donc en fait, ça fonctionne au chantage. Le Parlement, le président Coty appelle le général de Gaulle, d'une part parce que les militaires d'Alger voulaient bien se soulever, mais ne savaient pas pour qui. Vous voyez, le problème de savoir pour qui on travaille est un élément essentiel. Et d'autre part, eh bien, on fait appel à de Gaulle parce qu'on a peur du débarquement des paras. Ça se fait toujours sur un fond de chantage et de rapport de force. Je voudrais voir, au fond, il y a un nombre de génératrices qu'il faut prendre en compte, l'état des forces socio-économiques, la situation du gouvernement et des forces
institutionnelle et les représentations idéologiques qui structurent l'opinion publique. Alors, par tous les moyens, même légaux, et dans si le coup de force est possible, eh bien, Maurras et quelques autres d'ailleurs, c'était une commission, montrent qu'il y a 3 éléments qui permettent d'envisager un coup d'État. D'une part, des circonstances, c'est l'élément essentiel. D'autre part, un certain état d'esprit dans l'opinion publique. Et enfin, un appareil, ce que j'appellerais moi un appareil susceptible d'exploiter ces circonstances. En premier point, le coup d'État n'est opportun qu'en situation de crise. Sinon, le reste, vous allez à l'abattoir d'une façon générale, parce que précisément, l'État est quelque chose de fort, l'État a ses moyens de répression et ses moyens de propagande, tels que, en face, Peanuts. Un coup et secondo, c'est parce que ces circonstances sont là, et sont une circonstance de crise, que le coup d'État apparaît presque comme légitime, en tout cas légitime sûrement, mais presque comme acceptable par l'opinion publique, parce qu'il vient dénouer la crise. Vous verrez de ce point de vue-là, le moralisme est quelque chose qui est très relativisé, les perspectives morales. Donc, une situation de crise. La crise, c'est que c'est intense, et à un moment donné, c'est violent. Violent au moins au sens romain du terme, le vent violent, c'est un vent fort. Alors, quelques petites remarques sur quelle force on s'appuie. D'abord, nous n'avons pas, contrairement à ce que... Alors, les marxistes disaient, c'est le prolétariat. Sauf que, au bout d'un certain temps, ils s'étaient aperçus que ce n'était pas le cas. Et ils jouaient sur bien d'autres choses. Alors, c'est bien souvent ceux qui sont privés d'un privilège qui sont la force explosive, plus que les gens qui sont défavorisés, contrairement à la mythologie qu'on nous a inculquée. C'est la réaction nobiliaire qui a été au début, et parlementaire qui a été au début de la Révolution française. D'autre part, il y a des gens qui se mettent à fantasmer sur le peuple. Le peuple veut. Bon, bien sûr, dans la propagande, il est nécessaire d'avoir, je dirais, des catégories mythiques globales. Le peuple, les jeunes, les femmes, etc. Mais en réalité, ces catégories sont des forces, mais des forces somnambuliques, qui ne sont pas des acteurs conscients. Alors, les circonstances, c'est l'État qui s'affaiblit. Et dans un pays très centralisé, c'est à la fois quelque chose de fort et de faible. C'est l'histoire du ténia. La tête du ténia tombe, tout le reste tombe. Dans un pays un peu décentralisé authentiquement, il peut y avoir de fortes résistances. Et donc prendre le pouvoir ici ne veut pas dire qu'on le prend ailleurs. L'appareil d'État est énorme. La police, l'administration, les préfets, les commissaires, les juges, les copains dans les médias et compagnie. Mais ça suppose qu'il y ait un centre de décision. Or, de temps en temps, l'État n'a plus de centre de décision. Et à ce moment-là, cet appareil devient difficile à manier, contradictoire. On a longtemps espéré à l'Action française, et c'était une des virtualités de la Ve République, qu'il y ait à un moment donné une opposition entre le président de la République et une assemblée qui mette au pouvoir un gouvernement qui veuille autre chose que le président de la République. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les préfets, les commissaires, recevant des ordres contradictoires, eh bien, ils auront tendance à lever le pied, à attendre, à laisser faire. Et donc l'appareil d'État devient inefficace. Bon, manque de peau, Chirac a préféré la cohabitation. Donc il n'y a pas eu ces circonstances d'espérion. Et puis maintenant, c'est plus possible, puisque avec le quinquennat, eh bien, il y a concomitance entre la présidence et l'Assemblée, pratiquement. Il y a la vieille technique qui était très utilisée par la CIA dans les républiques bananières, en Ukraine par exemple, où la CIA ça consiste à quoi la technique de la CIA? Eh bien, on allait voir le numéro 2 de la sécurité en disant vous voulez pas être le numéro 1 à la place du numéro 1. Et le numéro 2 organisait avec des forces qu'il possédait des éléments, il organisait le coup d'État contre le numéro 1. Voilà. La CIA a été systématiquement
jouer sur ce style d'action. Qu'est-ce qui sont indicateurs de circonstances favorables? Une crise de la classe dirigeante, le pays légal est divisé, l'État se paralyse. Peut-être demain la guerre entre Copé et puis le second point, c'est le développement de forces qui échappent au contrôle du gouvernement. Parce que toute société a besoin de s'organiser. Et quand le gouvernement fonctionne mal, elle s'organise en dehors du gouvernement, par un parti, un syndicat, et qui mène un jeu politique conscient. Une révolution, disait Léon Trotsky, avec élégance, c'est un coup de poing aux paralytiques. Alors, il faut se polariser sur le coup de poing, d'ailleurs le problème se pose actuellement, car la paralysie du gouvernement, on le voit bien, se développer, une certaine paralysie, mais c'est difficile de savoir d'où va venir le coup de poing et comment il va venir. Néanmoins, c'est d'abord l'élément principal, c'est précisément cette paralysie du pouvoir, qui arrive régulièrement, tant plus que le pouvoir est lui-même, il sait se défendre, je sais bien, mais il est lui-même quand même avec plein de défauts inhérents aux institutions républicaines, en France. On a parlé de viol consenti, qui est de façon aussi une image pas très belle. Maurras disait, il faut sauver le pays, conformément aux vœux latents du pays, en bref, lui faire du bien en lui faisant plaisir. Alors, parmi ces mandats, d'abord donc les circonstances. Second élément, l'état d'esprit. Alors, Maurras insistait beaucoup sur cet aspect-là parce qu'il y avait à l'époque un esprit public. Il y avait quand même une certaine stabilité sociale. Il y avait des notables. Pensez à la Troisième République. On est une société un peu différente. D'abord, la société a changé, elle est beaucoup plus brassée, elle est beaucoup plus... les gens sont réduits à l'état d'individus encore plus qu'avant, et par conséquent, ils deviennent des électrons libres, facilement manipulables. Et d'autre part, parce que les techniques de manipulation sont beaucoup perfectionnées. Donc l'opinion publique, il ne faut pas le prendre comme un acteur, mais comme un champ de bataille important, mais sur lequel il faut envisager en termes d'action plus que d'acteur. Action sûre. L'opinion publique, c'est la voix de son maître. Ce n'est pas une force consciente et autonome, elle est seconde par rapport à l'événement. En général, après l'événement, l'opinion publique acquiesce, consent, se rallie. Second point de remarque sur l'opinion publique, ce n'est pas une réalité homogène. Chaque fois que les gens disent « les Français pensent que le peuple et compagnie », dites-vous qu'il faut segmenter. Comme disent les gens de marketing, il faut segmenter et ça n'est pas homogène. Il faut donc voir comment l'opinion publique se pose dans sa réalité fragmentaire. Et dans ces différents aspects, disons, géographie de l'opinion publique, il y a des secteurs importants et d'autres qui ne le sont pas. Au XVIIIe siècle, c'est dans les salons que se fait l'opinion. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres endroits. Les bûcherons des Vosges. Voilà. On peut au moins voir quels sont les secteurs qui sont pas importants, dans lesquels, ça serait bien qu'il y ait beaucoup de royalisme, mais enfin, ça ne changera pas grand-chose. Autre élément, l'opinion est une réalité éphémère et fluctuante. Bon, ici, je vous ai sorti deux images de masse de foule, je crois que c'est à Lyon, où en 44, il y a eu le maréchal Pétain qui a réuni des foules immenses. Pardon? C'est à Paris, oui, peut-être. Et puis De Gaulle, quelques semaines après. Et c'était les mêmes foules. Bon, importance des techniques de communication. C'est Coccio Malaparte qui explique que pour Hitler, la TSF, la radio, a été déterminant. Bon, Hitler était un orateur hors pair, mais s'il y avait eu que les meetings, il y aurait eu que les sympathisants qui seraient venus à ces meetings. Ce qui a fait qu'il a pénétré plus profondément les Allemands, c'est la radio, qui fait que son discours allait juste dans chaque foyer.
Alors, ce qu'il y a, c'est que les techniques de communication jouent en général ceux qui les possèdent. Le pouvoir est au bout des fusibles. Mais pas toujours. On a beaucoup glosé sur les pâtes arabes, mais c'est vrai que les capacités de communication transversale que donnent Internet ou que donnent les téléphones portables est quelque chose qui a changé la donne. Ça a été vrai pour le printemps français. Une des raisons pour lesquelles on a réussi à mobiliser un peu plus de gens que dans les années précédentes, c'est aussi ces techniques de communication virale, comme on dit. Le smartphone révolutionnaire. Alors c'est non seulement la possibilité de communiquer transversalement, mais la possibilité de fixer des images. Regardez ici une des résistances sur les Champs-Élysées, là, une des tentatives de, je sais pas si c'est les campeurs pour tous ou quelque chose comme ça, mais voilà, quand la police intervient, il y a les gens qui filment avec leur petit smartphone. Et ça fait de belles images. Et les belles images, c'est ça qui fait l'opinion. Apprenez à utiliser votre smartphone. C'est un acte militant. Et la force d'une image n'a pas de proportion avec la réalité de l'événement. Regardez ici, on a l'impression que c'est une pauvre dame agressée lâchement par quelques nervis, alors que manifestement, c'est l'inverse qui a existé. Il n'y a pas de rapport direct entre la gravité d'une situation et sa force spectaculaire, c'est-à-dire symbolique et émotive. Voilà, ça c'est un des façons d'agir sur l'opinion. Alors, dernier point qui me semble essentiel sur l'état d'esprit, les gens raisonnent sur l'état d'esprit habituel dans les situations de croisière. Dans ces moments-là, l'opinion publique est très stable et conservatrice, disait Maurras. Elle tend à maintenir le consensus. Elle est naturellement conformiste, l'inertie des majorités silencieuses. Les spécialistes de sociologie électorale savent à peu près quels vont être les résultats aux prochaines élections. Alors évidemment, il y a des petites variations de 4 ou 5%. Quand c'est 10%, c'est énorme. L'opinion est conservatrice. Sauf dans ces périodes de crise. Dans ce moment-là, la boussole s'affole. Elle peut aller dans toutes les directions. J'ai personnellement donc vécu la période dite de 68, entre mai et juin. Eh bien, les gens étaient prêts à passer du communisme qui nous libérait des gauchistes jusqu'au FAF. Il y avait des vieux radicaux qui espéraient presque du côté d'un retour d'une sorte de fascisme dur. Les gens étaient comme des boussoles folles. Ce qu'ils attendaient, c'était de répondre à des aspirations très sommaires. La paix, avoir de quoi manger, être informé, puisqu'on n'avait plus d'informations, etc. Nous avons vendu à Grenoble des centaines de numéros spéciaux d'Aspect de la France, qui était quelque chose qui était... allez, c'était 3 feuilles comme ça. Mais c'était les seules nouvelles que les gens avaient. Parce que la télé marchait pas, parce que la radio marchait mal, et parce qu'il n'y avait pas de journaux. Enfin, il est souhaitable d'arriver à un consensus, notamment sur le nouveau régime. Mais il est illusoire de croire que le consensus est général et porte sur la nature des institutions monarchiques. C'est pas vrai. C'est pour ça que, par exemple, nos amis de l'Alliance royale se mettent le doigt dans l'œil en faisant du royalisme raisonnable. Parce que lorsque l'opinion se forme, se fiche, se cristallise, c'est sur des choses beaucoup plus sommaires que ce que peuvent dire les bons spécialistes de droit constitutionnel. Donc ils portent sur des choses sommaires, pensez au mot d'ordre léniniste, pain, paix, liberté, et non pas baisse tendancielle du taux de profit. Alors c'est vrai qu'ici nous nous formons à une doctrine solide, savoir ce qui est bien, quel est le bien commun, quels sont les moyens. Mais dans la propagande de type, plutôt l'agitation de type extérieur, c'est pas ça qui peut prendre. Il faut trouver autre chose. Sinon, on a un schtroumpf à lunettes. Alors, quoi que ça soit utile, in abstracto, qui est beaucoup de royalistes, type aussi dans des secteurs utiles, les raisons pour lesquelles les gens se rallient au nouveau régime sont toujours fondées
sur des quiproquos. On fédère parce qu'on a des propositions assez floues pour que des velléités, même contradictoires, se retrouvent ensemble. Et je crois qu'il n'en sera pas autrement. Si c'est vrai pour n'importe quel régime, c'est vrai pour le régime que nous voulons installer. Troisième élément, l'appareil. Le mouvement, pour aller vite. Mais je distingue fortement l'appareil et l'organisation. Alors, on ne crée pas artificiellement une situation de crise. C'est rarement positif pour la France, la situation de crise. Et parce en plus c'est inefficace et relève de la pensée magique. Vous savez, Breivik qui à Oslo a dit on va changer les choses parce que je vais tuer beaucoup de sociodémocrates. Là on est plein dans le romantisme activiste. Faut absolument nous prémunir de ça. On ne peut qu'exploiter des circonstances extraordinaires, mais résurgences malheureusement, à condition de s'y être préparé. Alors je vais peut-être aller vite sur la préparation, encore que c'est un point essentiel. Se préparer, c'est dans des modes d'organisation. Il faut savoir qu'il n'y a pas de... L'organisation n'est pas neutre. Des types d'objectifs déterminent des types d'organisation, mais des types d'organisation, finalement, conduisent à des objectifs, qu'on le veuille ou non. D'où l'utilité, d'abord, de ne pas faire de fétichisme d'organisation. Il peut y avoir plusieurs modes d'organisation en fonction des différents phases, différents moments, différents objectifs. Alors ce que j'appelle appareil, c'est le noyau dur et durable de cette stratégie. Et les organisations sont multiples en fonction des circonstances. Pas de fétichisme organisationnel. Et une même forme d'organisation ne peut pas assurer toutes les missions qui seront nécessaires pour aboutir au changement de régime. Oui, l'état-major ne s'improvise pas. On constate que la plupart des changements de régime sont faits sur des groupes qui ont, ont eu longtemps le temps de s'apprivoiser, de faire, de commencer des tentatives ratées, reprises, etc. Et finalement, une équipe qui devient cohérente. Importance aussi de la force mobilisable. C'est pas tellement d'être nombreux qui compte que d'avoir des possibilités de mobilité, de pouvoir à un moment donné être imprévisible. C'est la base de toute action face à une résistance. Mao Tse-tung disait ma stratégie, donc à long terme, c'est 1 contre 10, ma tactique, au moment donné sur l'action, c'est 10 contre 1. Ce qui suppose une grande cohésion. La mobilité suppose la cohésion. D'où l'importance de l'orthodoxie. Ici, c'est à la fois quelque chose de bien construit, d'intelligent, etc. Sinon vous ne seriez pas là. C'est aussi du catéchisme. Des choses basiques qui doivent être partagées, qui permettent de se reconnaître. Chez les chrétiens, on parle du symbole, le symbole des apôtres. Ça veut dire signe de reconnaissance. Symbole, c'était ce qui permettait aux différentes parties du bateau de tenir ensemble. Les cordages. Donc il faut avoir des signes de reconnaissance. Et pour cela, oui, c'est pas chacun prend ce qu'il veut, mais on a un minimum de choses communes qui nous permettent de dire on est ensemble pour le même but. Sinon, les risques de tensions internes qui font rater toutes les actions sont très forts. Alors ils sont toujours très forts, on peut les amoindrir en forgeant un appareil qui se tienne. Il faut s'emparer de l'État, disait Maurras. Et tout ce qui ne vise pas ça, quelque chose qui est du temps perdu. L'objectif étant fixé, si vous voulez, par rapport à la plupart des mouvements politiques extra-parlementaires, nous avons un objectif fixé, ce qui est un avantage très, très net. Et à ce moment-là, on peut raisonner sur quelles sont les phases, les étapes qui y conduisent. Ce sont des phases intermédiaires. On dirait... pour arriver à, si vous voulez, vous êtes au rez-de-chaussée, vous voulez aller à un étage au-dessus, c'est trop haut, on peut pas. Mais grâce à ces petits obstacles intermédiaires que sont les marches de l'escalier, finalement on y arrive. Alors les schémas, on peut les découper de différentes façons. Semble pertinent de les découper en 5 phases. Une phase du mouvement école, c'est-à-dire de la réforme intellectuelle et morale de quelques-uns.
une phase de conquête et maîtrise des secteurs utiles de la société, je dis bien utiles, une phase 3 qui est pesée sur la vie politique et conquérir les abords du pouvoir, ou exister dans les abords du pouvoir, une phase 4 qui est le coup d'État proprement dit, et une phase 5 qui est la consolidation du nouveau régime. Chacune a ses lois propres. Oui, ici un petit schéma que je ne vais pas apporter en photocopie, mais si le jour vous voudrez raisonner, reprenez-le. À chaque phase, il faut se poser. Enfin, on sait qu'on raisonne correctement dans une phase si on a des réponses à ces 4 questions. D'une part, quel est l'objectif stratégique de cette phase? Quelle est la cible sociale? C'est-à-dire sur qui on agit? Quel est le mode d'organisation correspondant? Et quelles sont les formes idéologiques à développer? Exemple, et bien là, vous êtes en plein dedans. La phase 1. L'objectif réforme intellectuelle et morale de quelques-uns qui va permettre de forger l'appareil. Cible sociale, ben là où il y a du monde qui revient. Et c'est vrai que c'est plus facile du côté des jeunes, où on peut faire de la pêche au filet, que des gens de la quarantaine, où c'est de la pêche à la ligne. Des gens intéressants en général, mais beaucoup plus rares à apprendre. Qui sont les gens qui sont susceptibles de réagir? Ceux qui sont touchés par ce que j'appellerais la passion politique du moment. La défense d'Algérie française, la lutte contre le gauchisme, ou aujourd'hui la manif pour tous. Le mode d'organisation, c'est le mouvement école, c'est le CRAF. Alors les formes idéologiques plus centripètes que centrifuges. Centripètes qui amènent les gens vers l'intérieur, qui ramènent les gens, plutôt que surtout jouer sur l'action vers l'extérieur. Élément important de l'orthodoxie en rupture avec l'idéologie dominante. Dans ce cadre-là, il faut apprendre que la démocratie, c'est une connerie. Dans les phases ultérieures, ça serait idiot de faire sa propagande là-dessus. Donc propagande au sens léniniste, beaucoup d'idées pour peu de personnes, propagande, plus qu'agitation, peu d'idées pour beaucoup de personnes. Campagne de type idéologique, finalité centripète de toute opération. Bon, on n'est pas si mauvais que ça, hein. Je veux dire, on a des progrès à faire sur cette phase mouvement école, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a un savoir-faire qu'à l'Action française, qu'on retrouve pas beaucoup ailleurs. Peut-être chez les trotskistes. La phase 2 consiste à essayer de prendre en main des secteurs si possible utiles de la société civile. Évidemment, dans cette phase, les campagnes sont de type technique, sont de type corporatif. C'est pas le moment de sortir les magnifiques drapeaux. Ils obligent à développer du sens tactique, de louvoyer. Presque toujours d'exploiter quand même les contradictions entre le pays réel et le pays légal. Là, ces instruments d'organisation, c'est ce qu'on appelle les courroies de transmission en termes léninistes. Alors, phase 3. Phase 3, ben, jusqu'à l'année dernière, elle paraissait très lointaine. Puis on a vu arriver les mouvements, la manif pour tous, le printemps français. Et de ce point de vue-là, il faut reconnaître qu'elle apparaît beaucoup maintenant. Un certain nombre de nos amis sont en phase 3, travaillent en phase 3. C'est-à-dire exister dans le pays médiatico-politique. Actuellement, enfin, si on laisse tomber le printemps français, l'Action française n'existe pas sur le terrain médiatico-politique. C'est un groupuscule, il y a beaucoup de groupuscules. On est en phase 3 lorsqu'on commence à peser. Alors peser de deux façons, soit en pénétrant partiellement dans le pays légal, en ayant des pans du pays légal, des partis, Front Nat et compagnie, ou autre chose, soit par des forces de coups de boutoir extérieures. En général, c'est les deux à la fois. Bon, enfin, bon. Est-il pertinent de s'engager en phase 3 si on n'a pas déjà conquis de solide base en phase 2? Bon, je dirais d'abord, on fait ce qu'on peut. Mais regardez deux cas. Le cas du Front National. Le Front National, il y a 20 ans, s'était lancé dans la prise en main de structures de la société, syndicats, secteur corporatif, etc. Et puis pour différentes raisons, d'abord parce qu'il y a eu des résistances extrêmement fortes du pays légal, et d'autre part parce qu'il y a eu division avec le MNR, etc., ils l'ont abandonné. Et ils se retrouvent maintenant uniquement en phase 3 sans avoir de forte base en phase 2. Eh bien, c'est dommage pour eux. Et le jour où ils vont être
on va offrir 3 sous-ministères à quelques le pénis, vous allez voir qu'ils vont s'effondrer, comme le RPF s'effondrer, comme, enfin, c'est comme ça, hein. C'est-à-dire qu'on va casser en quelque sorte les choses en donnant quelques petits hochets, quelques miettes de pouvoir. Le cas de l'Alliance Royale est encore plus caricatural. Électoralement, ils ne peuvent rien faire parce que les gens votent sur leurs intérêts. Hein, moi, je suis fonctionnaire, je tiens bien à ce que les micro-privilèges de la retraite, les garder, c'est comme ça. On a des intérêts. Ou d'autre part, des passions. Or, précisément, ils jouent sur un royalisme raisonnable. Eh bien, ils auront toujours 0,0 quelque chose dans les élections. Alors, tout de même, les masses qui se sont développées avec l'opposition sociétale, comme on dit, sont quand même quelque chose qui nous met en phase 3. Donc, une force importante, des millions de personnes qui sont partis sur les rues, qui n'avaient pas l'habitude de manifester, et d'autre part, qui dure. Et c'est parvenu à s'imposer sur la scène médiatico-politique. C'est-à-dire que tous les jours, dans les journaux, dans les journaux de télé, malgré la censure, hein, la façon dont la télévision rendait compte du Tour de France, ils essayaient de faire des images où on ne voit pas les petits drapeaux de la manif pour tous. Mais malgré tout ça, on pèse sur la vie politico-médiatique. Alors, ces forces sociales mises en mouvement, ici je parlais de mouvement au sens de mouvement social, ont peu de jugement. Et il faut savoir donc les cornaquer. Et ça demande un apprentissage spécifique. Alors, l'habitude d'être en phase 1, c'est de se montrer, d'exister en tant que groupuscule. Eh bien, c'est évidemment se couper des masses. Hein, ici, des images de Civitas. Bon, Civitas a choisi une tactique qui n'est peut-être pas idiote au départ, parce que d'abord, ils étaient seuls. Mais enfin, à un moment donné, il faut à un moment donné aller là où vont les masses. Sinon, on les cornaque pas. On s'en isole. Hein, les groupuscules qui se mettent en scène pour se faire plaisir. Ils se font peut-être plaisir, mais c'est contre-productif. Dans ce cadre-là, dans cet objectif-là, dans cette phase-là. L'acteur mythique doit être justement ces acteurs que je dénonçais tout à l'heure. Il ne faut pas y croire, mais c'est évident que c'est le moment important de mettre en scène des grands acteurs mythiques. Le peuple, le pays réel, la France profonde, la jeunesse, les femmes, tout ce que vous voudrez. Dans lequel on peut espérer donc que la population se reconnaisse. Créer des images suffisamment fortes pour que la population s'y reconnaisse et donc y adhère. Autre point également, il faut arriver à fédérer les forces d'opposition, ce qui est difficile. Précisément parce que travailler en phase 2, on l'a pas fait. Pas suffisamment. Actuellement, ce qui serait intéressant, c'est de fédérer l'opposition dite sociétale, c'est-à-dire sur les problèmes des mœurs, hein, du mariage, etc., avec l'opposition sociale, les chômeurs, les gens qui trouvent que payer trop d'impôts c'est trop, ou les producteurs d'artichauts de Bretagne. Mais justement, c'est difficile, je dis pas impossible, il faut y travailler, mais ça se fait pas comme ça. Ce serait tellement plus facile si nous avions déjà de solides bases en ce que j'appelle la phase 2. Donc voilà, être dans les abords du pouvoir. Alors la phase 4, le coup d'État proprement dit, c'est celui qui demande le plus de secret, hein, dans la façon de faire. Tout ce que j'ai dit, là, ça peut être public, voilà, c'est ce que Maurras appelait le complot à ciel ouvert. Alors en fait, je répète, les changements de pouvoir se font quand même toujours à la fois par des forces extérieures et à la fois par des forces intérieures. C'est la police égyptienne ou tunisienne, ou l'armée égyptienne et la police tunisienne qui, à un moment donné, ne répriment plus les émeutiers, qui évidemment dans ce cas-là l'emportent. Bon, donc la phase 4, après me parler, je ne vais pas y revenir, j'ai fait déjà allusion là-dessus. Il faut comprendre aussi que les capacités ne sont pas faciles. Lorsque nous sommes en phase 1, nous sommes en rupture avec le monde et ses déviations mentales et même morales. Oui, j'ai presque
Mais en phase d'action de complot, il faut savoir se compromettre, hein, y compris avec des salopards comme Fouché et Talleyrand. La restauration nationale s'est faite comme ça, la restauration au 19e siècle. Si ça vous semble impossible à faire, eh ben, vous ne pouvez pas travailler dans ce cadre-là. Et il y a eu effectivement dans l'histoire des royalistes de complot qui ont tenté et qui ont quelquefois réussi ce type d'action. En général, ça marche pas du premier coup. Finir sur cette conclusion, qu'est-ce que la stratégie royaliste d'Action française? C'est être prêt à exploiter une situation favorable, être prêt, c'est-à-dire être organisé et positionné pour en profiter lorsque la situation sera favorable. Peut-être l'est-elle aujourd'hui. Nous avons un pouvoir faible, ridiculisé, et des oppositions multiples et qui vont pas se restreindre. Voilà ce qu'on peut dire.